Depuis quelques années, on parle de tech entrepreneurs et innovateurs en Afrique. Les startups africaines ont le vent en poupe. Au Congo, nous avons quelques jeunes qui s'intéressent à ce secteur d'entrepreneuriat numérique. C'est pourquoi nous recevons sur ce plateau Steve Ndende, un tech entrepreneur de 24 ans. Bonsoir, monsieur Steve. Bonsoir. Avec lui, nous parlerons de la diplomatie entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, Le Diplomate, Club des Nations. Je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes entrepreneur dans le domaine du numérique. Quelle explication pouvez-vous donner sur la diplomatie entrepreneuriale? Alors, par diplomatie entrepreneuriale, il s'agit là du leadership intellectuel avec lequel nous devons promouvoir l'esprit d'entreprise au sein de nos populations. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, nos pays sont confrontés à plusieurs problèmes, parmi lesquels le changement climatique, la croissance économique durable et l'autonomisation de la jeunesse. Or, seule la diplomatie entrepreneuriale permet une résolution créative de ces problèmes. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas juste un moyen de se faire des profits, mais aussi d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent nos populations de façon durable et positive. Et parmi les solutions qu'apportent les technologies de l'information et de la communication aux populations, vous avez eu l'idée de créer, je crois bien, 2 ou 3 startups au Congo ici. Alors, on peut dire qu'au Congo, j'ai participé dans la mise en place de 2 startups et d'une autre startup au Nigeria. Alors, donc, pour les 2 startups au Congo, nous avons le coursier qu'on a lancé en 2015 avec mon associé Karl Obissi et récemment la startup AgriZoom. Au début de cette émission, j'ai dit que vous étiez entrepreneur, vous êtes aussi développeur d'applications mobiles. Au-delà de tout ça, qui est Steve Ndende? Alors, Steve Ndende est un jeune Congolais issu d'une famille de 13. Et c'est un jeune très actif dans la communauté, dans tout ce qui concerne les événements qui consistent à orienter les jeunes, qui consistent à former les jeunes sur les nouvelles technologies, sur la notion de l'entrepreneuriat. Steve Ndende, c'est un jeune qui partage son expérience dès qu'il le peut à la jeunesse pour pouvoir les autonomiser et les motiver. Steve Ndende, c'est déjà un lauréat à double reprise de Yali Tech Camp. Yali Tech Camp, c'est le Yali technologique en 2016 et 2019. Et donc Steve Ndende, c'est un entrepreneur ambitieux qui veut vendre le Congo à l'étranger. Cela veut dire qu'il veut faire du Congo une destination pour les investissements. Quel est votre parcours? Vous avez commencé où pour en arriver à celui que vous êtes aujourd'hui? Je suis né au village, grandi au village. Alors c'est pour venir faire le BPC que j'arrive en ville. Et au village, j'ai été souvent dans la gestion des affaires familiales, dans la comptabilité. Et en arrivant en ville, j'ai eu mes diplômes, mais j'ai été contraint de quitter l'université juste après 3 mois. J'ai passé 3 mois à l'université à l'EAD, en informatique, pour aller à Ecolab, qui est un centre de formation en développement d'applications mobiles. C'est là-bas que je me suis forgé une carrière de développeur mobile. Et déjà, bien avant d'arriver à Ecolab, j'ai remporté le tout premier concours de développement d'applications au Congo-Brazzaville, organisé par le Bantu Hub de M. Véron Monkou. Et donc, après là, à Ecolab, j'ai subi une formation d'1 année. Et après cette formation, j'ai eu à mettre en place une application. J'ai suivi une formation Google, qui était une suite de la formation suivie à Ecolab. Et j'ai été certifié Google après encore 1 année. Pendant que je suis à Ecolab, j'ai lancé ma première start-up avec mon associé, qui s'appelle Le Coursier. Donc cette start-up aujourd'hui facilite l'accès aux produits qui sont basés à l'étranger à la population congolaise. Nous faisons l'intermédiaire de vente. Aujourd'hui, si un Congolais veut s'acheter un produit sur Amazon, qu'il ait des comptes bancaires ou pas, c'est nous qui lui facilitons la tâche. Nous permettons aux Congolais aussi qui n'ont pas d'espace pour vendre d'utiliser notre agence Le Coursier pour vendre en ligne sur Internet. Donc c'est pour booster les business de la population congolaise. Il y a aussi AgriZoom que vous bien sûr. Mis en place. Et après là, en avril 2018, après une compétition organisée par l'OIF, j'ai mis en place avec une équipe le projet AgriZoom. Comme vous savez, AgriZoom, c'est une plateforme qui est venue révolutionner l'agriculture au Congo. Et donc nous voulons faciliter l'accès au marché aux agriculteurs, aux transformateurs de produits agricoles et aux pêcheurs, bien évidemment. Et aussi à la population congolaise qui, avec AgriZoom, pourra facilement commander des produits de première nécessité, des denrées alimentaires, tout en étant ce soir dans tous les conforts de leur environnement. Alors, dans votre parcours, on comprend bien que Ecolab a pris une place très importante dans votre formation.
Que représente aujourd'hui Ecolab pour vous? Comment ça se passe? Ecolab, c'est ce que nous appelons par la maison mère. Aujourd'hui, certes, la formation est finie, mais Ecolab, ça reste la maison parce que je fais partie de la première génération. Et donc, après moi, il y a eu d'autres générations. J'ai pour devoir d'être là, de coacher ces jeunes-là de temps à autre, de leur faire part de mon expérience, de les motiver afin qu'ils puissent y arriver aussi avec la programmation informatique. Ecolab aussi, c'est un incubateur. Et donc, notre start-up, Le Coursier, est incubé à Ecolab. Et donc, c'est un espace très prometteur parce que les jeunes en profitent chaque jour pour pouvoir accéder gratuitement à Internet et développer leurs projets tout en étant dans un environnement très créatif. Alors, vous êtes lauréat de plusieurs prix internationaux sur l'entrepreneuriat numérique depuis 2016, vous l'avez souligné. Mais j'aimerais bien m'arrêter sur les récents prix internationaux que vous avez pu avoir, parmi lesquels il y a le prix que vous avez remporté en Thaïlande. Essayez de nous en parler un peu plus. En novembre 2018, j'ai donc participé à un concours international organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires. Alors, ce concours s'appelait Ma nourriture, mon avenir. Donc, c'est avec le projet AgriZoom que j'ai postulé à ce concours. L'objectif de ce concours, c'était de détecter la meilleure idée et la meilleure approche déjà en exercice pour pouvoir accélérer la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde. Et donc, vous voyez là, c'était un concours où il y avait des Américains, des Chinois, des Cambodgiens, des Indiens, tout le monde, tous les pays étaient présents. Et il y avait une seule candidature en provenance du Congo, de M. Steve Ndende avec AgriZoom. Et donc, nous avons remporté le premier prix de ce concours-là, parce que nous avons proposé la meilleure idée pour accélérer la lutte contre la faim dans le monde. C'était quelle idée? Alors, cette idée est basée sur les travaux que nous faisons au sein d'AgriZoom. Alors, pour être un peu plus précis dans l'idée, le but du concours, c'était une idée qui va aider les chercheurs, parce que c'était un forum qui va aider les chercheurs à réfléchir sur comment accélérer la lutte contre la faim dans le monde. Et cette institution est financée par la fondation Bill and Melinda Gates, ils sont subventionnés. Donc, vous voyez là, l'idée c'est que nous avons dit, pour mieux accélérer la lutte contre la faim dans le monde, il faut commencer par la formation. Nous devons investir sur le capital humain. Vous savez, par exemple, ici au Congo, l'agriculture, on n'a pas assez de lycées agricoles, à part le lycée professionnel Amilcar Cabral. Et donc, nous avons dit à cette institution-là que non, on doit investir sur le capital humain dès le bas âge. Après cela, après avoir investi sur le capital humain, il faut qu'il y ait un accompagnement financier. Il faut qu'il y ait des initiatives pour accompagner ceux qui débutent dans le secteur agricole, et que ce soit la pêche ou la transformation. Ensuite, nous avons dit aussi, il est important pour les activistes et les ONG de prêcher l'agriculture auprès des instituts de technologie comme Ecolab, Bantuab, Pratique et autres. Donc, parce que si on prêche l'agriculture à ces techniciens, ça va leur donner les idées pour pouvoir créer des solutions dans le secteur agricole. Et ce qui s'en est suivi, c'est que nous avons dit, après cela, les jeunes doivent être accompagnés. Je reviens encore sur l'accompagnement financier, parce qu'une fois que même ces jeunes techniciens, ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir mettre en place des solutions comme AgriZoom, qui viennent pour faciliter l'accès aux produits, pour éviter le gaspillage alimentaire. Et donc voilà, l'idée était autour de tout ça, mais c'était un peu plus détaillé, avec des exemples précis, permettre aux agriculteurs d'accéder au marché une fois que vous les accompagnez. Comment est-ce qu'ils vont accéder au marché? Comment ils vont écouler leurs produits? Et donc, l'idée était autour de ça et c'était la meilleure idée pour cette compétition. Je crois même que vous êtes devenu un habitué des conférences internationales sur la lutte contre la famine, parce qu'en 2018, vous étiez au Rwanda, concernant toujours la lutte contre la famine dans le monde. Vous étiez invité par le gouvernement rwandais. C'était aussi dans le cadre... Alors, bien avant ce concours-là, d'ailleurs, j'ai été invité par le FAO encore, le FAO et le gouvernement du Rwanda pour prendre part à un forum au Rwanda qui consistait à trouver des solutions sur comment on peut associer la technologie et l'agriculture pour créer plus d'emplois au niveau de l'Afrique. Parce que notre jeunesse, on sent qu'il y a un taux de chômage très élevé au niveau des pays africains. Et donc on a conclu que l'agriculture et la technologie étaient au centre de la résolution de ce problème. Et donc nous avons réfléchi ensemble, plusieurs jeunes africains, et puis on a énoncé, pendant le forum, on a trouvé des solutions. Et donc c'est déjà... Alors, lors de vos échanges, lors de vos prestations à l'étranger,
Qu'est-ce que vous ramenez dans votre gibecière au Congo? Qu'est-ce que le Congo gagne? Alors, vous savez, chaque sortie à l'étranger, c'est pour moi une nouvelle aventure. C'est pour moi une nouvelle opportunité d'apprendre et surtout de partager avec la jeunesse africaine. Et donc, c'est ça pour moi, être un ambassadeur du Congo à l'étranger. Parce qu'à chaque fois que nous allons à l'étranger, nous laissons le nom du pays. Ma participation, elle est toujours, je peux dire, de haut niveau. C'est-à-dire, quand je participe à une activité, ce n'est pas quelque chose de simple. Je m'investis à fond parce que c'est le Congo qui y participe. Et donc, vous voyez, et au pays, à chaque conférence, j'essaie toujours de restituer cela à ma jeunesse bien-aimée. Parce que ça n'a pas d'importance si j'emmagasine toutes ces connaissances juste pour moi. Et donc, à chaque rentrée au pays, il y a toujours une activité qui s'ensuit. Par exemple, au Rwanda, avec le ministère de la Jeunesse, nous avons organisé une activité de restitution des assises de Kigali à la jeunesse congolaise qui est intéressée par la technologie et l'agriculture. Et donc, voilà un peu, à chaque conférence, nous apprenons. Et c'est une montée de compétences pour moi. Mais avez-vous des projets, des initiatives du genre à inciter cette jeunesse-là dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique? Oui, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je peux dans mon domaine d'activité qui est la technologie et aussi l'agribusiness. Et donc j'essaie toujours via mes comptes sur les réseaux sociaux de pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, d'inculquer aux jeunes qui sont autour de moi l'esprit entrepreneurial. Vous savez, je suis entouré par les jeunes développeurs, les jeunes informaticiens, mais l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Et donc, ils ont besoin d'être inspirés. Voilà pourquoi je partage beaucoup sur les réseaux sociaux tout ce que je fais comme activité pour pouvoir les inspirer. Pensez-vous que le Congo aujourd'hui est une terre de technologie? Ah oui, le Congo est une terre de technologie. Est-ce que le Congo est déjà assez avancé ou bien il y a encore beaucoup à faire? Vous savez, il y a eu beaucoup d'investissements sur les infrastructures comme la fibre optique, mais ce que nous déplorons aujourd'hui en tant qu'informaticiens, c'est qu'il y a toujours un souci du dernier kilomètre, c'est-à-dire raccordement de la file au ménage. Ça ne se fait pas comme c'était censé être fait. Il y a une latence quand on fait les demandes sur la connexion à la fibre optique, telle que chez moi sous la rue de l'eau, la fibre est passée, mais pour connecter à la maison, ça fait plusieurs mois que la société chargée n'arrive pas à me connecter. Et aussi, vous savez, le coût de l'Internet, on dit qu'au Congo, le coût de l'Internet est bas, mais la jeunesse, par rapport au PIB, par rapport aux revenus moyens du Congolais, cela reste tout de même élevé. Et donc, voilà pourquoi le pouvoir public doit penser que le plus important, c'est d'investir dans la jeunesse. En investissant dans la jeunesse, pour pouvoir accéder facilement à Internet, ça va permettre la création des entreprises. Et c'est ça, ces entreprises vont créer de la valeur ajoutée en contribuant avec les impôts pour que le pays se porte mieux économiquement parlant. Alors, parmi les difficultés des entreprises du numérique, il y a le financement. Comment faites-vous pour que les autres prennent l'exemple sur vous? Sur le financement, bien sûr. Vous savez, quelqu'un m'avait dit une fois que les banques ne financent pas les idées, mais les projets. Non seulement la majorité des projets de nos jeunes ne sont pas toujours bien écrits, avec un bon business plan, mais voyons le cas des États-Unis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de capital risque. Au Congo, on a besoin de capital risque parce qu'un jeune informaticien, un jeune innovateur, il n'a pas forcément une parcelle à mettre en garantie pour trouver un prêt à la banque. Donc, ils ont besoin d'accès au capital risque avec un accompagnement pour qu'ils puissent s'en sortir. Moi, personnellement, c'est depuis 2015 que je suis à fond avec mon premier projet. Donc, ça m'a pris du temps pour décoller. Mais s'il y avait un peu plus d'accompagnement financier, ça aurait été un peu plus facile. Mais de l'autre côté aussi, j'aime les débuts difficiles. Parce que quand on vit des débuts difficiles, on est plus solide dans ce que l'on fait. Et quand les financements arrivent, c'est bien géré. Parce qu'on peut aussi mettre de l'argent et tout part en fumée. Mais depuis 2016, restons sur le plan continental, depuis 2016, un volume d'engagement financier croissant est investi dans les entreprises numériques sur le continent, mais il est absorbé essentiellement par les pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique centrale reste toujours au bas de l'échelle. Alors, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour essayer de redresser cette situation-là, le positionnement de l'Afrique centrale? Vous savez, la majorité de ces pays-là ont un mindset anglophone. Ce sont plus les pays anglophones. Ce sont plus les pays anglophones. Donc, on peut dire par là qu'ils réfléchissent comme des Américains en quelque sorte. Et nous, les francophones, on a un autre mindset. Or, ces opportunités l'esprit francophone n'est pas d'abord l'esprit des start-up,
Et donc, voilà pourquoi, moi, personnellement, la langue anglaise a joué un rôle très important dans ma carrière. Et si je suis retenu pour toutes ces opportunités-là, comme vous avez pu l'identifier, c'est parce que je me dis que j'ai un mindset anglophone. Et donc, pour la jeunesse, je trouve qu'on doit être plus direct dans ce que nous faisons. Je viens à une interview, il faut être précis et direct. Il faut toujours être prêt, comme le disait notre frère Serge Ibaka, aux opportunités. Les francophones ne sont pas toujours prêts aux opportunités. Mais il y a des pays francophones qui sont cités aussi, au-delà des pays anglophones. Il y a le Rwanda, le Sénégal, le Cameroun qui est à côté. Oui, vous savez, le Rwanda n'est plus ce qu'on peut dire un pays francophone, parce qu'ils ont adopté l'anglais comme première langue. Exactement. Et quand à Dakar, par exemple, le Sénégal, l'écosystème des startups est en mouvement parce que le pouvoir public a facilité l'accès au papier. Vous savez aussi, par exemple, aujourd'hui au Congo, je suis lauréat du programme Tony Lumelu de 2019. Et donc, je suis avec des jeunes qui ont des soucis pour enregistrer leurs entreprises afin de bénéficier de ce financement. Vous savez, comme je disais, c'est des jeunes innovateurs. Ils n'ont pas assez de moyens. Alors, les demander plus de 200 000 pour la création d'une entreprise, 100 000 pour le CFE et près de 100 000 pour les impôts, pour avoir le NIU. Donc, vous voyez, c'est rendre difficile la création d'entreprises. Et donc, les pays anglophones, ils ont facilité. Ces pays comme le Sénégal, ils ont facilité ces processus, comme le Bénin et le Nigeria. La création de l'entreprise est très facile. Je crois qu'au Bénin, avec autour de 20 000, on s'enregistre au guichet unique. Et donc, le pouvoir public au Congo doit voir comment faciliter la création d'entreprises. Il ne faut pas voir que l'État va gagner de l'argent de la création, mais il faut que la vision soit sur le long terme. C'est comme ça que les grands pays se sont bâtis comme le Rwanda, une vision globale sur le long terme. Donc, faciliter la création d'entreprises, parce que ces entreprises, une fois légalisées, vont apporter des impôts aux contribuables. Pour l'Afrique centrale, il n'y a pas assez d'incubateurs. Il n'y a pas assez d'accélérateurs, des hubs technologiques. Ces infrastructures sont-elles importantes pour le décollage d'un pays dans ce secteur? Bien sûr. Par exemple, au Congo, on avait Ecolab depuis 2016 en termes d'incubation. Et récemment, il y a l'association Pratique et le PNUD qui ont fait un partenariat pour lancer un accélérateur de projet. Mais c'est tout de même insuffisant. Parce que dans tous les départements du pays, que ce soit dans la Cuvette, le Poul, Pointe-Noire, Brazzaville un peu, déjà on sent la présence. On devait avoir des incubateurs pour accompagner les projets des jeunes avec un appui financier bien sûr. Parce que l'appui financier, c'est ce qui freine beaucoup ici. Et aussi, je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons les logements sociaux par-ci, par-là. Mais ces logements sociaux aussi pouvaient être utilisés sur un programme d'incubation avec des jeunes start-up. Okay? Parce que c'est ça qui va promouvoir aussi la création d'entreprises. Les jeunes manquent parfois juste de l'espace pour mettre leur business. Et donc, ça ne se limite pas qu'à l'Internet, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas que la technologie. Il y a des entrepreneurs qui sont dans l'art, de l'artisanat, il y a des entrepreneurs qui sont hors du numérique. Par exemple, il y a des jeunes qui sont dans une chaîne de salons de coiffure. Je connais un jeune qui a une chaîne de salons de coiffure. Vous voyez? Donc, même ces entreprises peuvent être accélérées pour aller à un niveau plus élevé. Donc, et surtout, l'innovation, ça n'a rien à voir aussi avec la technologie. Cet esprit d'innovation-là aussi, ça vient dans le commun. Parce que plus les jeunes sont ensemble dans ces genres d'incubateurs, dans les orientations, et il y aura plus d'innovation qui va sortir du Congo. On a parlé de l'Afrique, on a parlé du Congo. J'aimerais que vous nous parlez de vos projets pour le Congo, pour l'Afrique. Est-ce que vous en avez? Votre vision du Congo technologique de demain? Alors, ma vision du Congo de demain, c'est un Congo, je ne dirais pas qu'il va prendre la place de la Chine, mais c'est un Congo où on investit dans le capital humain, dans la technologie. C'est un Congo où il y a plus de centres de formation en informatique appliquée, bien sûr. C'est un Congo où nous allons vendre de la compétence à l'étranger. On appelle ça le outsourcing, c'est-à-dire les compagnies comme Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, les Alibaba même en Chine, vont se ressourcer au Congo en termes d'ingénieurs. Et aussi, c'est un Congo de freelance. Le freelance, c'est cette notion-là principalement réputée sur Internet, où des jeunes indiens, par exemple, conçoivent des sites web, des applications pour le monde entier et sont payés. C'est des devises qui rentrent au pays. Ma vision du Congo, c'est ce Congo-là. Voilà pourquoi, avec mon projet Dendelab, ça c'est mon association Dendelab, et donc c'est un lab que j'avais lancé il y a 2 ans de cela, et donc c'est pour accompagner les jeunes dans la réalisation des projets sur le numérique. Et donc aujourd'hui, j'ai déjà des jeunes qui se sont lancés
et qui attendent leurs revenus. Parce que le modèle économique avec ces jeunes, c'est la publicité en ligne. Le marché de la publicité en ligne, c'est un marché à des milliards de dollars. En France, en 2018, c'est un marché qui a rapporté 300 milliards de francs CFA. Et donc, imaginez les compagnies comme Google et Facebook, à eux seuls, ont fait 70% de ces 3300 milliards. Et donc, moi aussi, comme j'ai parlé de ma troisième start-up, ça s'appelle Zoom Entertainment. Et donc, Zoom Entertainment s'est lancé dans la publicité en ligne. Et donc, Zoom Entertainment a lancé une vingtaine d'applications sur le divertissement, le gaming, et aussi on va se lancer dans la communication et le social comme Facebook, mais sous une autre forme, afin d'augmenter notre part du marché dans le monde. Nous sommes très présents en Inde, en Indonésie, aux États-Unis et en Europe. Et donc, voilà, donc avec Ndende Lab, je veux, ce que je fais avec cette start-up, que plusieurs jeunes puissent le faire. Parce que c'est un marché à des milliards de dollars. Et je ne suis même pas arrivé à 1 million de dollars de revenus annuels sur ce marché. Et donc, le Congo a sa part de gâteau dans ce marché. Et ça, c'est ma vision personnelle. Et aujourd'hui, je suis déjà en train de travailler avec des jeunes pour mettre en place, pour construire le bâtiment d'Ndende Lab dans une zone un peu reculée, à Lukolela, dans la cuvette. Parce que là-bas, on compte prendre des jeunes ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, des jeunes qui sont déjà formés, initiés à la technologie, les emmener là-bas où ils sont dans un environnement créatif. On espère qu'on aura la 3G là-bas parce que jusqu'à présent, ce n'est que la DG. Le projet doit être mis en place dès mon retour des États-Unis en fin d'année. Et donc, on compte les mettre dans des conditions pour pouvoir créer des applications qui visent l'international, mais aussi les applications locales. Parce que le marché local a besoin de contenu. Mais n'oublions pas que cet argent qu'ils vont gagner à l'international, ça va servir à leurs projets locaux. Et donc voilà, la vision sur le long terme, c'est d'avoir un grand incubateur, comme je vous ai dit, dans la cuvette, qui doit tirer les jeunes, les génies dans l'informatique pour aller développer des solutions qui vont concurrencer les autres dans le marché de la publicité comme Facebook et Google. Alors, vous avez été retenu parmi les 7 Congolais qui participeront au programme YALI. Qu'en est-il exactement de ce programme? Alors, le programme YALI, c'est un programme lancé par le président Barack Obama au début de son mandat en tant que président américain. Et donc, le président Barack Obama, c'est l'héritage qu'il a légué à l'Afrique. C'est ce programme-là. Comme je vous ai dit, en 2016 et 2019, j'ai participé à des programmes toujours de YALI en Afrique, au Ghana et au Nigeria. Mais là, c'est ce qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship. Et donc, c'est aux États-Unis que ça se déroule. 700 jeunes Africains qui viennent des domaines de l'entrepreneuriat, de services communautaires et du domaine public, qui vont se retrouver et ils vont dispatcher dans des universités pour suivre des formations accélérées et d'autres suivront des stages. Et à la fin, ils vont rentrer au pays pour impacter positivement leur communauté. Et donc, moi, j'ai été retenu dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et donc, on va m'envoyer dans l'état de l'Iowa. C'est un état agricole, on peut dire ça. Et donc, c'est par rapport au projet AgriZoom, nous allons apprendre comment les Américains font de l'agribusiness. Et il y a aussi le leadership entrepreneurial. C'est une montée de compétences pour moi, pour mieux les notions telles que le management, le marketing, par des professionnels du milieu. Et donc voilà ma mission aux États-Unis. Vous savez, j'ai dit que j'ai quitté l'université après 3 mois. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très important d'être à l'université, formé par des docs, et aussi de vivre toutes ces expériences-là aux États-Unis pour pouvoir mieux structurer mon projet qui est déjà lancé. Mais toujours, vous savez, un projet, son modèle économique peut varier. Et donc, c'est un peu tout ça. Et que je serai dans l'entreprise de Deloitte, déjà parce que Deloitte est dans les services financiers. À AgriZoom aussi, je suis dans l'investissement dans les projets agricoles. Et donc, à Deloitte, je vais profiter de leur expérience. Et donc, je pense que ça sera très bénéfique pour le pays. Très bénéfique pour le pays. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Avez-vous le mot de la fin? Mon mot de la fin aujourd'hui, je vais commencer à ma jeunesse bien-aimée, la langue anglaise. Alors moi, ce qui m'a facilité les choses dans la vie, c'est la langue anglaise. Merci à mon père qui m'a inscrit dans un centre d'anglais en 2009. Et donc, la langue anglaise est importante. Il faut que les jeunes se préparent. Et donc, je demande aux jeunes vraiment de prendre au sérieux la langue anglaise. De prendre au sérieux la langue anglaise. Et aussi aux jeunes de ne pas abandonner parce que dans la vie, certes, je vous ai parlé, mais j'ai rencontré mes difficultés. J'ai rencontré mes difficultés financières. J'ai dû marcher de Talangaï jusqu'au centre-ville à pied pour aller faire mes formations à Ecolab à un moment. Et donc, il ne faut pas abandonner face aux difficultés.
quel que soit, il y aura toujours des difficultés de la vie. Même les Bill Gates, ils ont rencontré des difficultés. Et donc, vous devez toujours persister. Si vous avez une vision, n'abandonnez pas quelque chose que les gens vont vous dire, vous allez y arriver. Parce que la persistance paye toujours. Ainsi donc s'achève cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau Steve Ndende, un jeune entrepreneur congolais qui nous a parlé des startups en Afrique et au Congo. Il nous a également parlé des échanges qu'il compte entreprendre aux États-Unis et qu'il a déjà entrepris avec d'autres pays pour le rayonnement de ce secteur au Congo. Réalisation Armel Etokabeka, assisté de Yann Bossati. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.